Produit avec le soutien de la MDJS. Salut les amis, c'est Radio Maalif, c'est le podcast Icône dont on vous rappelle qu'il est là pour mettre des coups de projecteur sur les gens qu'on aime. Et c'est les gens qui les aiment, qui viennent nous parler de ces gens qu'on aime. Et ça donne envie d'aller plus loin éventuellement, de découvrir un peu qui nous ont inspirés, qui nous a inspirés. Et d'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel à tous ceux qui veulent participer à ce podcast. Envoyez-nous des messages, on cherche du monde, on a besoin de vous. C'est la voix de tout le monde. Mouna est là. Bonjour Mouna. Bonjour les dames. Ça va ? Ouais. C'est un peu, c'est un peu dur là. Non, ça va. Là, maintenant, ça va. Ouais. Bah écoute, tu es très élégante aujourd'hui. Le jour où ce podcast sera filmé, le mythe s'effondrera. J'aime beaucoup ton style en fait. En vrai, ouais. Juste après, je vais. Non, la dernière fois c'était du Barça années 90. Exactement. Voilà. Là, on est revenu plus près de nous. Voilà. Shama Taheli, salut. Salut. Ça va ? Plus Bien. classique. Tu trouves ? Ouais, plus classique. Plus vintage. Hein ? Plus vintage. Voilà. À Mais je vais pas. ma sauce. Je vais vous dire que je suis content que vous soyez là et que je vous écoute pour nous parler de vos icônes. Alors de qui tu veux nous parler, Shama, s'il te plaît. Alors moi j'ai envie de parler de Malika Al-Fassi qui est née en 1919 et qui est décédée en 2007. Donc c'était une pionnière du féminisme au Maroc. Oui. Elle était finalement une acteur politique. Elle a été la seule femme signataire du traité de l'indépendance en 1944. Elle a été la première journaliste apparemment. Elle signait ses papiers sous le nom Al-Fatat et après Bahitat Al-Hadra. En 1955, elle était proche de Mohamed El-Khamis. Oui. Elle a été la dernière à le voir d'ailleurs avant son exil. Et en 1955, elle fait passer une motion pour le droit des femmes au Maroc. Donc on lui doit. En 1955. On lui doit le droit des femmes. Qui n'a pas été retenu, je pense. Si, qui a été accepté sur le champ. Mohamed El-Khamis, c'était. Mais il s'est pas passé à une sorte d'entour. Alors j'ai pas les coulisses de l'affaire. Ouais, parce que j'ai l'impression que autant elle avait le soutien de Mohamed El-Khamis en face à face, et autant il était sensible à sa modernité et à ses revendications. Autant dans le texte final, il a cédé à l'aile un peu plus conservatrice de l'Istiqlal. J'ai l'impression. Hein. C'est possible. On vérifiera. Ouais. Et on traitera dans le podcast. Ce que tu as dit est intéressant. Je te laisse reprendre, mais juste avant que tu ailles plus loin, allez écouter les amis un podcast de Radio Maalif qui s'appelle Aux sources du féminisme marocain, qui est typiquement consacré à cette dame et à d'autres. Mais... tu vois, je le savais pas. J'ai pas bien fait mes devoirs, donc j'irai. Ouais, mais voilà. Et donc tout son travail également de sensibilisation, parlait beaucoup aux femmes. Et à l'époque, parler aux femmes, la grande cause, c'était d'aller à l'école. Voilà. C'était ça. Tout à fait, et j'allais y venir, mais pour revenir là-dessus, les sources du féminisme, c'est hyper important parce qu'on a le sentiment qu'on n'a pas de tradition féministe au Maroc, que c'est un truc nouveau, importé le kharij pour dévergonder les jeunes filles. C'est je caricature dans les mots des détracteurs, mais c'est vrai qu'il y a plein d'icônes femmes féministes qui nous ont précédés et il faut se reconnecter à cet héritage. Donc, pour revenir à la contribution de Malika Al-Fassi, elle a créé une ONG qui était reconnue d'utilité publique. Vraiment, elle a aidé les nécessiteux, les enfants à la rue, les cancéreux, les analphabètes. Et elle a créé en 1947 la première classe pour femmes al-Qarawiyyin. Pareil avec le soutien de Mohamed Khamis. Son mari, Mohamed Ghali El-Fassi, qui était aussi son cousin, était l'instituteur du prince Moulay Hassan à l'époque. Donc ça lui a permis de se rapprocher du sérail, du palais. C'est une famille du pouvoir. Mais sans attirer l'intérêt des colons à l'époque. Donc en fait, elle a pu finalement participer à la lutte anticoloniale aussi, à l'émancipation des femmes du pays de manière générale. Sans être dans le collimateur. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez récurrent dans l'histoire des femmes au Maroc. Elles ont vraiment travaillé dans l'ombre, espionnes, conseillères, mais elles ont vraiment contribué. Et en fait, j'avais envie de parler d'elles justement pour évoquer toutes ces femmes-là dont l'histoire n'a pas vraiment retenu le nom. J'ai eu plusieurs wake-up calls en fait. L'un étant en écoutant un autre podcast
si vous me permettez de le citer. Maïchi Rojola, qui a invité Ozir Glacier, qui est sociologue algérienne et qui parlait de la sœur de Bonbarka et des contributions aussi qu'elle a eues pour l'éducation des femmes. C'est souvent les mêmes thématiques qui reviennent, la lutte anticoloniale et l'éducation des femmes. Et en prenant des notes, parce que j'ai fait vraiment une écoute active, je me dis, sœur de Mehdi Bonbarka, mais c'est absurde que je ne connaisse même pas son prénom. Je commence à faire des recherches, il n'y a aucune info. Je contacte la dame qui me répond, donc la sociologue, qui m'envoie une vieille coupure de presse, et c'est tout ce qui existe sur elle. Et donc ça m'a mené à faire un peu des recherches. Donc on parlait de l'Qarawiyin, la femme qui a fondé le Qarawiyin, enfin la première université au monde Fihriya. avant, voilà, Fatima al-Fihriya. Elle a un peu plus de, Ouais, Elle a un peu plus de prestige et mais de crédibilité. Elle est c'est plus juste connue. que je pense que, enfin, il n'y a pas d'avenue Fatima al-Fihriya à Casa, tu Ah vois. non, mais si tu vas vers les avenues, Mais ça je tient peux qu'à demander mon ça. avis. Ouais. La culture populaire, c'est là-dedans qu'on la retrouve en fait. Bon, même si Fatima Fihriya est née à Kairouan en Tunisie, c'est une icône pour moi Qarawi, marocaine. ouais. d'où le Qarawi. Oui, exact. Et donc c'est un truc de prestige énorme. Et il y en a eu plein comme ça. Il y a eu Khnata Ben Bakkar qui a régné sur le Maroc pendant 25 ans au XVIIIe siècle. C'était la femme de Moulay Ismaïl et à l'époque sa première ministre et sa conseillère. Et à son décès, elle a pris le relais. Pareil, tu dis à quelqu'un dans la rue, il y a une femme qui a régné 25 ans. Il y a des lycées. Il y a des lycées. Des lycées. Khnata, Khnata, oui. oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas qui. J'avoue, moi, que. Mais On n'a même, pas le hein, backstory, tu vois. Enfin, c'est pas quelque chose qui est dans l'inconscient collectif Zineb Nefzaouia. aussi. Donc la femme de Youssef Ben Tachfine, qui était pareil sa conseillère, à qui l'on doit la conquête du Maghreb véritablement. Donc je me dis, si on regarde l'histoire peut-être, si on réécrivait l'histoire sous le prisme féminin, peut-être qu'on se rendrait compte on leur doit beaucoup plus de crédit que ça. Alors, ce qui Qu'on leur en donne maintenant. Ouais, ce qui est fou quand on s'intéresse à l'histoire de ces femmes. Alors bon, là on a enfin, une période différente, mais Zineb Nefzaouia, par exemple, Youssef Ben Tachfine, son 4e mari. On n'a pas parlé de Seyed Al-Hurra. Seyed Al-Hurra, elle se marie à Ahmed El-Boutassi, qui est, disons, le roi du Maroc, ou qui ressemble au Maroc à l'époque. Et c'est la veuve de Mandri, c'est son 2e mariage. Et d'ailleurs, le roi va se déplacer, lui, à Tétouan pour l'épouser. Donc, voilà. Donc, pourquoi je parle de ça? D'avoir une femme qui, donc, Youssef Ben Tachfine, l'homme le plus puissant sans doute de l'histoire du Maroc, toute dynastie confondue, se marier avec une dame, ils ont le 4e mari. Ouais. Voilà. Et le roi, l'autre, c'est Ahmed, Moulay Ahmed, se marier avec une dame qui était. Donc, cette obsession cette obsession. La Vierge. C'est assez bizarre, hein, parce que c'est. Comment ça, oui, de se dire comment c'est arrivé. Pas forcément, en tout cas, à certains niveaux, mais il y a d'autres femmes qu'on pourrait citer, mais je suis bien d'accord que c'est pas un réflexe qu'on a de les mettre en avant, ou bien elles sont cantonnées à femmes de. Peut-être Seyed Al-Hurra qui a régné, vraiment techniquement régné sur le nord à l'époque des Wattassides, et la seule qui a vraiment eu un titre quasiment de reine, je pense. Mais tu as raison, il y en a très peu. Par contre, ce qui reste frustrant, c'est quand on fait des recherches, très souvent, il y a peu d'informations et on te dit que c'est tout ce qu'on a retrouvé. Il y a quelques articles scientifiques, mais c'est très imprécis. Ce que j'ai appris aussi, parce qu'il y a eu énormément de femmes qui ont résisté dans le Rif, donc dans les années 20. Ouais, dans le Moyen-Atlas aussi. Dans le Moyen-Atlas. Ouais. Et par exemple, la sœur d'Abdelkrim Khattabi, Rahma, était sa conseillère. Sa page Wikipédia est super longue, on n'y fait jamais mention. J'ai juste fait un contrôle F, j'ai tapé Rahma, j'ai pas trouvé, c'était sa conseillère, donc elle pouvait pas être anodine dans sa stratégie. De toute façon, à l'époque, là, si on parle de cette période début de la colonisation, enfin, début des années, Khattabi, c'est 1920, 1914, c'est le Moyen-Atlas qui se soulève avec Mohammed et compagnie. 1930, ça se termine. 1933, ça se termine avec Bougafer dans l'anti-Atlas. Ce que je veux dire, c'est que la résistance se faisait en famille. C'est une résistance tribale qui faisait avec tout le monde. Donc, les femmes, les enfants, c'est pour ça que tu dis les rôles. Ben bon, là où il y a un homme, il y a une femme, hein, ou même plus. C'est complètement évident, c'est ce que nous disait Khalil dans ce fameux podcast sur Bougafer et sur la guerre du Maroc, que c'était une tribu qui résistait. Donc, soit tu étais vraiment en train de te battre avec des armes, soit tu étais dans la logistique pour laisser le transport des munitions, le transport, etc. l'espionnage. Voilà. Et puisque tu veux des petits détails, les prisonniers français de la bataille de Bougafer qui a duré 45 jours de bombardement, les prisonniers français étaient confiés aux femmes. Voilà. Et qu'est-ce qu'elles en faisaient? Elles les faisaient parler. D'accord. Je te le dis, comme il nous l'a raconté, c'était pas forcément un bon moment. Ouais. Voilà, c'est comme ça qu'il y avait un côté un peu, tout le monde la malaba. Je sais même pas si c'est question de les faire parler ou de les faire, ou tout simplement de vengeance, hein, voilà. Mais en tout cas, c'était ça. Hein.
Merci. Est-ce que tu as encore des noms à nous sortir de cette fabuleuse liste que je vois? Il y a plein de noms, mais tellement peu d'informations. Non, je pense qu'on s'en tient là et on retient déjà ces noms-là avec leurs contributions. Merci beaucoup. Allez écouter le podcast sur Melik El Fassi. Et je me tourne vers Mouna. Mouna, de qui tu veux nous parler? Moi, je vais vous parler d'une icône télévisuelle et audiovisuelle. Oui. Tonton, exactement, de Ammi Idriss. Tu as l'art de la... Sadiq El Anis. L'art de la transition. كنحل الباب داكشي علاش Ammi Idriss qui est un nom que j'entends depuis toujours en fait, d'abord parce que il était à la télévision un petit peu quand j'étais jeune petite. pour nous parler de Ammi Idriss, toi? Non, justement, mais c'est pour ça que je te dis, j'entends parler depuis toujours parce que c'est quelqu'un qui a marqué aussi la génération juste avant. Donc mes oncles, ma maman, tout ça, il a fait de la radio, de la télé, et puis il a jamais vraiment disparu, ce monsieur. Et la chanson, je l'ai peut-être pas vue à la télévision effectivement, mais qui كنعقل على عمي إدريس صديق الأنيس يحب الأطفال. D'ailleurs ceux à qui ça ne dit rien du tout, allez sur YouTube et pour voir ce générique, il est quand même il est dingue. Et voir la vidéo aussi avec les images et tout ça. Et Ammi Idriss est une icône, et c'est une icône d'une ère où la télévision et la radio avaient aussi une espèce de rôle de rassembleur et aussi d'éducateur. Parce que comme lui, sa spécialité, j'ai oublié de le dire, c'était les émissions pour enfants. Il y avait cette portée éducative. Oui, exactement, éducative. Et Ammi Idriss, il y avait des quiz, exactement, un peu d'histoire. Enfin, il essayait de faire participer, puis il utilisait les marionnettes. Enfin, tout ça, c'était plus ça. Maintenant, c'est clair. Je ne sais pas. Sincèrement, Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer au FIDADOC. Il animait les séances justement pour les enfants, qui étaient des séances interactives avec des documentaires. Donc, le FIDADOC, c'est le Festival international de documentaire d'Agadir. Donc avec des courts-métrages documentaires plus accessibles aux enfants. Mais je me dis, j'ai l'impression que la télé éducative ou la télé, en tout cas positive, etc., n'existe plus aujourd'hui. Je pense que déjà la télé tout court n'existe plus. Je pense que les enfants sont plus sur leurs iPads et tout ça. Non, mais le contenu à la rigueur, parce qu'aujourd'hui, toutes les télés ont leur version digitale. Enfin, il y a de la création de contenu autre. Et je suis mal placée pour les enfants aujourd'hui consomment de la... Bon, gamins, on regardait Captain Magid. Ouais. Mais aujourd'hui, ils consomment que du contenu étranger et il n'y a rien de... Alors, moi, imagine, pour me dater au carbone 14, que déjà Captain Magid, j'étais grand. Moi aussi. Moi aussi. Mais bon. Ouais. Voilà. Mais si je dis Captain Magid, j'étais déjà trop. Non, moi, c'est carrément... Bon, bref, revenons à notre ami Ammi Idriss. Oui, parce que là, j'ai une petite anecdote qui explique pourquoi il va finir à la radio, en fait. C'était en 58 et il voulait aller à la radio marocaine pour partir. Enfin, tu sais, des fois, on avait le droit d'assister à un enregistrement ou un truc comme ça. Et en 58, il veut assister une émission في studio de la radio où l'Assas ما يخليش يدخل. L'Assas ما يخليش يدخل, on est en 58 et il oui, mais Ammi Idriss le prend très très mal lui, alors que lui il voulait. Un Marocain qui n'a jamais été par un Assas, je sais pas, moi ça m'est arrivé en tout cas, et pas qu'une fois. Sécurité, moi ça m'a fait recaler. Moi ça m'est arrivé et plus qu'une fois. C'est partie de l'apprentissage quoi. Et donc كان باغي يمشي يحضر البستان الأطفال. Moi je me suis même fait recaler d'un concert où je jouais. Pardon. Tu es sérieux, non, je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Je connais ça. Ah oui, je suis sérieux. Et ouais, tu as acheté ton ticket. Bref, mais en plus c'est passé souvent, hein, même. Vas-y, continue. Bah voilà, elle est passée. Non, il voulait assister à une émission radio. Tu veux que j'aille plus loin? Je me suis fait recaler de la scène entre le concert et le rappel. Ou au moment de revenir sur scène, exactement, on n'avait plus de badge. C'est une scène de film, ça, c'est bien. Voilà, en 2004, c'était un super souvenir. Parce qu'on avait un rappel, rarement des rappels chez nous. Là, on revient, on dit non, vous avez pas tu n'as pas de badge. Oui, mais j'étais là. Mais alors. C'est moi, monsieur, qui suis sur la scène. Là, tu fais une audition, tu sais, tu chantes, tu lui dis, regarde, je connais, je te jure. Il y a un éboulement de rigueur qui s'abat très régulièrement sur les gens qui contrôlent les portes. Oui. Voilà. Et là, sur ce moment, cette petite zone géographique, c'est un petit moment, on devient l'Allemagne ou la Suède. Il faut ça. Et là, si tu l'as pas, voilà. Bah écoute, cette fermeture de porte, exactement, c'était en 58 où كان صغير حيت باغي يحضر l'émission اللي سميتها بستان الأطفال وقال un jour j'aurai ma propre émission et je ferai exactement ce que je veux et il va bosser pour et il va y arriver en 1974. Donc ça a pris, qui est fort en calcul mental, presque 20 ans. 58, 74, 15 ans, 14 ans, bref. 16 ans. Bravo. Il débarque en 74 et il
propose à la télévision cette fois-ci une pièce de théâtre, Les problèmes de papa. Enfin, il propose ça et Ahmed Idriss rentre comme ça en fait dans les écrans de télé après être passé par aussi les ondes de radio. En 74, ça commence. La télé. C'est là qu'on voit le visage, Ahmed Idriss. C'est comme ça qu'on identifie cette voix qui parle aux enfants, qui est bienveillante, qui raconte des histoires, qui, comme tu le disais, pose des questions. Est-ce qu'il y a encore des images? Parce que moi, je le connais âgé, du coup. Alors, très peu, mais Ahmed Idriss, en fait, il a éduqué beaucoup d'enfants. Enfin, en tout cas, il a transmis, dont les siens et la sienne l'aide aujourd'hui à rester dans l'air du temps, puisqu'il a une chaîne YouTube et qu'il continue, en fait, voilà, il y a des commentaires, il est encore présent, mais il y a très peu d'images, d'archives. Est-ce qu'il n'y a pas accès? Les seules choses qu'il y a, c'est le générique de son émission, quelques photos, quelques montages photos en noir et blanc, nostalgique avec une espèce de diapo. Mais en tout cas, j'ai pas réussi à trouver d'émissions entières. Comme le monde a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais je pense que cette génération a plus de photos, n'importe quel anonyme d'aujourd'hui a plus de photos de lui que Maradona. Ah oui. Voilà. Oui, d'une journée, prends les photos d'une journée, que TikTok et WhatsApp. Voilà. C'est-à-dire que James Brown, avec tous les concerts qu'il a fait, a moins de photos sur Internet que n'importe quel... qui est sur TikTok. Voilà, exactement, c'est fou. J'avoue. Ahmed Idriss qui a fait 20 ans d'écran, il n'y a rien. C'est vrai. Alors, c'est fou. Et donc, il a plusieurs émissions ou pièces de théâtre à son actif. Les problèmes de papa, comme je le disais. Et il a fait aussi des petits opéras, le juge des enfants. En gros, sa mission à lui, tout ce qu'il avait envie de faire, c'était d'apprendre aux enfants à être intelligents, à être intègres, à être... Voilà, il est arrivé avec toutes ces choses-là. Et voilà, un prof. Un instituteur, en fait. Et il n'a jamais arrêté, en fait. Aujourd'hui, c'est un monsieur âgé, mais il a encore cette fibre. Et pour un peu que tu aies 20 ans de moins que lui, tu seras toujours... il n'a pas arrêté, c'est-à-dire qu'il œuvre encore. Non, c'est-à-dire qu'il est encore il a encore cette bonhomie. Alors, il œuvre aujourd'hui complètement différemment. Il a une casquette d'acteur et il joue notamment dans une série télé qui passe à la RTM. Et qui cartonne. Il utilise en fait son vécu ou son entourage pour créer des choses. En fait, les trucs qui l'ont touché petit ou les trucs qu'il a vus impacter des vies et qui se déroulaient dans l'enfance, il essayait en fait aussi un petit peu de les exorciser en essayant d'éviter à d'autres de tomber dedans. Par exemple, il y a une pièce qui s'appelle Pourquoi papa s'est énervé, dans lequel c'est des problématiques de violence à domicile, de comment gérer des choses. Voilà, un peu social, tu veux dire. Exactement. C'est l'éducation civique que les gamins reçoivent pas à l'école, en fait. Exactement. Et en fait, il va à un moment, je sais pas trop comment ça va se passer, mais vers la fin des années 80, il n'est plus là, il n'est plus demandé, c'est un peu démodé. Voilà, son approche en tout cas n'est plus appréciée. Et ce que je voulais dire, c'est il demeure une icône parce que il aurait pu effectivement sombrer dans l'anonymat le plus total, sachant qu'en plus il a eu un épisode où il est tombé malade. Enfin bref. La vie d'artiste, pas forcément la plus simple, mais il n'a jamais arrêté d'être Ahmed Idriss. C'est quelqu'un qui prenait le bus, le train, qui allait dans plein de villes, qui faisait les mêmes choses, dans des maisons de jeunes. C'est-à-dire qu'il n'a jamais arrêté. Même si les gens arrêtaient de l'écouter peut-être à la radio ou de le voir à la télé, Ahmed Idriss avait des épisodes récurrents tout le temps, partout, dans plein d'endroits du Maroc. Donc pour moi, c'est une icône et je pense que dans beaucoup de villes, beaucoup de trucs, Ahmed Idriss c'est une icône encore aujourd'hui. Oui. Tu l'as dit, oh. Mais j'avais juste envie de dire une chose, c'est que ces gens étaient très importants dans notre quotidien quand on avait une seule chaîne. Ils étaient très importants dans notre quotidien. Aujourd'hui, la consommation culturelle ou le divertissement s'est morcelé, c'est-à-dire que tu as par âge, par affinité linguistique, par style, quasiment tu as un écran par personne. Avant, seul écran, on était tous devant. Et quand il y avait Grandizer, on regardait Grandizer, Ahmed Idriss, quand je fais Ahmed Idriss, la Bundesliga, Dallas, tout ça. Le tennis, le match de tennis, le patinage artistique. T'avais pas le choix. Patinage artistique, Ousmou Al-Faras, exactement. Alem Riyadi. Et donc, il y avait vraiment des totems qui nous réunissaient. Le match de foot d'équipe nationale, mais c'était pas possible d'imaginer ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas au courant, ou bien la petite maison dans la prairie le jeudi. Exact. Les Ingalls. Alors moi, je suis génération top modèle et Marie Marathon. Non, c'était les Ingalls, oui, effectivement. Voilà. Et donc, on avait tout, quoi. On se tapait même les infos en espagnol. Je vous le disais. Voilà. Donc, ce Ahmed Idriss fait partie de cette mémoire collective visuelle générationnelle. C'est ça. Et pour moi, c'est le genre de personne, même si, il nous touche pas d'une manière ou d'une autre, par respect à ce qu'il a fait,
ندخل اليوتيوب نشوفه وندير des likes. Eh ben, J'ai fait ça, j'ai fait des faites-le. likes, j'ai fait des vues, ne serait-ce que L'encourager. pour lui dire merci quoi. Je pouvais pas faire des likes dans les années 80, ni dans 2021. Bon, bah, faites des likes. Faites-nous Merci des likes pour aussi lui. à nos podcasts. Oui, à nous aussi. Allez, faites des likes à nos Faites des podcasts. likes à On n'a Chara, jamais demandé faites- ça. Voilà. Envoyez des likes, partagez-les, diffusez-les, abonnez-vous. اش كيقول هذاك شغل الجرس. Hein ouais, Jaras. Il y a un petit Jaras. Oui, Non, c'est sur YouTube. YouTube. Mais qu'est-ce que Jaras? Il n'y a pas de cloche. Si, il y a une cloche. Bon, ben voilà la cloche. Je sens que cet épisode ne va jamais sortir. si, il va sortir. Merci les amis. Merci Hamza de faire un peu de montage à la fin de tout ça. Et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast Icône. صديق أنيس أحمد عيد صديق أنيس جاء في هذا الحال Produit avec le soutien de la MDJS.